c'est fort de revoir ces visages en gros plan comme ça sur un écran de cinéma comme ici là, en géant comme ça là. Parce qu'ils sont beaux ces gens. C'est pas des acteurs, ils sont pas maquillés, c'est pas des top modèles. Moi je les trouve beaux quoi. 10 ans après je les trouve beaux. Ils sont pas beaux parce que c'est moi qui les ai filmés. Hein. Ils sont beaux parce que ils sont vrais quoi. Ils sont beaux parce qu'ils sont vrais. Et quand on est vrai, on est beau. C'est ça que j'ai voulu montrer en fait. À quoi bon inventer des histoires quand t'as des gens comme ça qui te racontent leur histoire? Pourquoi avez-vous tourné ce film? C'était un moment où, dans ma vie personnelle, j'étais papa depuis peu de temps. J'étais jeune papa. Et j'avais vraiment besoin de connaître mes racines, mon histoire familiale, pour pouvoir, disons, un jour je le transmettrai à mes enfants, je leur raconterai qui était leur père, etc., leur grand-père plutôt. Et quand j'ai commencé à me poser ces questions-là, sur le plan personnel, je me suis rendu compte que en fait, je ne savais pas grand-chose, que je savais très très peu sur la vie de mon père, qui est venu en France d'Algérie en 1950. Donc ça commence à remonter quand même, cette histoire. Il avait 25 ans. Et je ne sais rien de cette histoire, tout simplement parce que, comme beaucoup d'enfants d'immigrés, on n'en parlait pas à la maison. Donc on n'en voyait pas l'intérêt non plus. Hein. Moi, ça ne m'a jamais trop manqué, jusqu'à ce moment où je suis devenu papa. Et je me suis dit, là, il faut que tu saches un peu des choses. Voilà. Et donc, m'apercevant que je ne savais pas grand-chose, je me suis dit, mais tiens, mais pourquoi j'irai pas voir si d'autres personnes, elles savent? Comment avez-vous trouvé les enfants d'exilés? Au départ, je ne savais pas à qui m'adresser parce que je ne savais pas encore qu'est-ce que j'allais faire de ça. Donc c'était pas évident de contacter des gens en leur disant bonjour, voilà, je réalise un film mais je ne sais pas encore ce que ça va être. J'aimerais vous interviewer mais je ne sais pas quelles questions vous poser. Donc au départ, c'est venu d'une personne qui travaillait pour une fondation dont j'avais entendu parler, qui s'appelle toujours la Fondation Antonio Machado, qui est située à Collioure. Pourquoi Collioure? Parce que Antonio Machado, qui était un poète espagnol qui a fui la guerre d'Espagne et qui est venu se réfugier en France, il a passé la frontière, il était très malade et il est mort à Collioure. Donc il a très peu connu la France. Il est mort juste après avoir passé la frontière et il est enterré à Collioure. Et il y a une fondation qui regroupe beaucoup de personnes qui sont issues de cette immigration espagnole, qui ont pris en charge cette fondation et qui font vivre la mémoire de leurs parents au travers de Antonio Machado. Et j'avais entendu parler de cette fondation, je trouvais cette histoire très belle, et j'ai contacté le président de cette fondation, Monsieur Martinez, qui a accepté que je le rencontre. Et là, j'étais terrorisé parce que je voyais tout de suite que j'étais face à quelqu'un qui avait énormément de choses à dire et des choses très intéressantes. Et je ne savais pas du tout quelles questions lui poser, je ne savais pas du tout comment m'y prendre. Je n'étais pas du tout organisé comme vous là aujourd'hui. Vous êtes au top là, moi j'étais pas du tout organisé. Et je me suis dit, bon, plan fixe, gros plan, on laisse tourner la caméra et on verra bien. Et je l'ai enregistré pendant, je crois que ça a duré 3 heures. Après, de là, il m'a donné des contacts, il a compris un petit peu ce que je voulais faire. Et je crois qu'il a compris surtout qu'il pouvait me faire confiance, que j'étais pas là pour faire n'importe quoi avec ce qu'il m'avait dit. Il m'a fait confiance et donc il m'a donné des noms de personnes. Et j'en ai rencontré 1, 2, 3, comme ça, et ça s'est fait comme ça.
Et il y avait cette idée de croiser les témoignages. J'avais cette idée de poser la même question à tout le monde. Par exemple, pouvez-vous me décrire vos parents? Pouvez-vous me décrire votre mère? Pouvez-vous me décrire votre père? Alors bien souvent, les personnes me répondaient, vous voulez que je vous décrive comment? Physiquement? Je disais oui, oui, physiquement. Donc ça leur faisait bizarre au début de décrire leurs parents. Pour la plupart, leurs parents étaient décédés, ils étaient morts depuis longtemps. Donc de décrire un parent qui est décédé, c'est jamais facile. Et ça permettait de lancer la discussion. Et donc de là, j'avais déjà cette idée de croiser ces différentes histoires de personnes qui avaient des âges différents, qui avaient des histoires différentes, des pays d'origine différents aussi. Et voilà. Donc ça s'est fait comme ça. Petit à petit, les gens, je les ai rencontrés comme ça, quoi. Comment avez-vous fait pour tourner la première séquence, celle où vous descendez les marches pour aller vers le mémorial? Ouais. Alors, j'ai filmé un plan séquence de toute la traversée du chemin. C'est-à-dire que je n'ai pas coupé la caméra du début à la fin du chemin, sauf pour changer de bande, parce que j'arrivais au bout de la bande, mais je n'ai pas coupé, donc j'ai filmé tout le chemin en plan séquence. Ça c'était important pour moi, parce que je voulais aussi éprouver physiquement ce chemin. C'est un chemin qui est marqué par des histoires, par la souffrance de ces gens qui ont fui leur pays, qui ont pratiqué ce paysage, souvent dans des conditions en plein hiver, en mois d'hiver, sous la neige, dans des conditions pas faciles, quoi. Moi, à côté d'eux, j'étais un touriste. Donc j'ai voulu éprouver physiquement, j'ai voulu éprouver quelque chose physiquement de ce tournage. Donc en fait, je l'avais repéré une première fois sans caméra, simplement en me baladant. Et la deuxième fois, je l'ai filmé du début à la fin, sans m'arrêter. Et ensuite, au montage, j'ai prélevé des bouts. En fonction du ressenti que moi j'avais, c'est très personnel, hein, c'est très subjectif, de toute façon le cinéma c'est subjectif. En fonction des passages, des moments, des lumières, des couleurs, de la matière, de la nature en fait de ce chemin, je me suis dit, bon tiens, là je vais mettre un bout de ce récit, puis là un autre, puis là un autre, et on va avancer comme ça. Dans Passos, ce chemin, il fait partie du processus de création du film. C'est le chemin Walter Benjamin qui est le fil conducteur de tout le reste. Pour quelles raisons certains plans sont-ils en ralenti? Alors, il m'a semblé pertinent, sur le moment, de ralentir certains passages du film pour fixer l'attention du spectateur, peut-être, créer un effet de dramatisation, on peut dire. Peut-être un grand mot, mais en tout cas pour créer une brèche dans le temps du film. C'était une façon de casser le rythme un petit peu. Voilà, de casser le rythme un petit peu, et ça collait bien avec la musique, ça collait bien avec la bande-son. Donc, mais au-delà de l'effet purement esthétique, c'était aussi une façon de dire attention, vous regardez un film, c'est pas la réalité, vous regardez un film. C'est un documentaire, on a toujours cette impression qu'on nous dit la vérité, qu'on nous raconte la réalité, alors que la fiction nous serait supposée nous faire l'inverse. Or, c'est pas vrai, c'est-à-dire le documentaire ne dit pas plus la vérité qu'une fiction. Un documentaire, c'est un film avant tout. C'est du cinéma. Donc le ralenti, c'était aussi pour dire ça. C'était aussi pour dire vous êtes en train de regarder un film. Et ralenti, ça n'existe pas dans la réalité. Pourquoi avez-vous terminé par un plan sur un cube?
Je l'ai trouvé très étrange, ce cube. J'ai trouvé d'autant plus étrange cette forme parfaite dans un paysage qui, au contraire, est tout l'inverse, c'est-à-dire torturé, avec ses rochers, ses falaises, ses cactus, ses arbres, ses pins. Rien n'est carré. Et cet objet carré, parfait, cubique, au milieu de ce décor, c'était presque de la science-fiction. Je trouvais ça très étrange et très fort. En même temps, il constituait la fin du sentier. C'était la fin du sentier. Donc ça devait être la fin de mon film, également. Les conditions de tournage ont été faciles ou difficiles? Oh, je sais pas si je peux dire facile, parce que c'est jamais facile de filmer. C'est jamais facile. Donc, j'ai jamais connu de conditions faciles. Donc, non, mais c'est pas non plus. C'est un tournage à tout petit budget, avec des tout petits moyens. Le plus souvent, j'étais seul. Je m'occupais du son et de l'image. Le son était enregistré avec un micro-cravate et un émetteur sans fil. Donc ça facilitait les déplacements. Il n'y avait pas le fil qui encombrait. J'avais une caméra numérique, pas aussi sophistiquée que celle de maintenant, mais enfin... Donc j'avais une capacité de tournage assez importante, je pouvais tourner autant que je voulais. Non, il n'y a pas eu de grosses difficultés sur ce tournage. C'est jamais simple le cinéma de toute façon, mais celui-ci n'a pas été particulièrement difficile. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? J'ai choisi ce métier parce que j'aimais l'art, je dessinais tout le temps quand j'étais enfant. Et j'avais envie de faire quelque chose d'artistique en fait. Mais je savais pas par quel bout le prendre, je savais pas comment faire en fait. J'ai un parcours scolaire un peu bizarre. J'ai fait de la mécanique, en fait. Après, j'ai fait les beaux-arts. Je suis passé par des chemins un petit peu comme le chemin Walter Benjamin, avec des virages. Et la vidéo, en fait, je l'ai découvert très tard, la vidéo. Je devais avoir 22, 23 ans, quelque chose comme ça. Ma première caméra, j'ai eu 22, 23 ans. Caméra vidéo, numérique. Et j'ai trouvé ça fabuleux. J'avais l'impression d'avoir un pouvoir, d'être un super-héros. J'avais l'impression de tenir dans ma main un objet magique qui me permettait, simplement en appuyant sur un bouton, de raconter des histoires. C'était incroyable. Et je sais, aujourd'hui, ça peut faire sourire, parce qu'on est tous habitués maintenant aux images. On a l'impression que c'est quelque chose de naturel. Mais moi, à l'époque, c'était pas du tout naturel. C'était, au contraire, surnaturel même. Tout ce que j'avais essayé de raconter avec un crayon, une feuille, des gouaches, des feutres, une paire de ciseaux, ou même avec un appareil photo, je pouvais tout à coup le raconter avec un objet qui était dans ma main, qui s'appelait la caméra. Et là, je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose avec ça, c'est pas possible. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un premier boulot là-dedans, un premier job dans une salle de concert. Ils cherchaient quelqu'un pour filmer les concerts, en fait. J'ai dit, ok, pas de problème, je suis l'homme qu'il vous faut. J'avais jamais fait. Donc j'ai appris sur le tas, je me suis formé sur le tas. Et au début, ça a été catastrophique. Et bon, ils m'ont gardé.
Ils ont été gentils, ils m'ont gardé. Et puis petit à petit, j'ai découvert la technique, j'ai découvert un monde aussi, parce que moi je venais pas du tout de cet univers-là. J'ai pas fait d'école de cinéma, donc pour moi c'était quelque chose de vraiment étranger, quoi. Et j'ai fait 5 ans dans cette salle de concert. Et au bout de 5 ans, j'ai dit bon, j'arrête, je vais monter ma boîte et je vais me lancer et on verra bien. Et c'est ce que j'ai fait. Et voilà, 10 ans après, toujours là. Pour combien de temps encore? Peut-être vous savez, vous. Je sais pas.